dettes et c'est pour cette raison que leurs économies sont en panne. Comme la Grèce, comme ici, ils ont trop de dettes. Et dans la conférence de Toussaint Alain, il a dit que parce que les régies financières de la Côte d'Ivoire ne sont plus performantes, la capacité de recouvrement des taxes et impôts s'est affaiblie, amoindrie à cause de l'anarchie. Donc, il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires ou pour faire vivre l'État. Et Alassane Ouattara se promène de pays en pays, d'ami en ami, pour endetter la Côte d'Ivoire. Parce qu'il s'endette au nom de la Côte d'Ivoire. Il émet même des emprunts obligataires pour payer les fonctionnaires. Or, l'argent, le manque à gagner, là, va dans les caisses des comptes zones. Donc, si ça partait dans les caisses de l'État, on n'aurait pas eu besoin d'endettement. Mais ça va dans la main des comptes zones. Ça veut dire que la dette qu'il emprunte, en fait, c'est pour les comptes zones. Quel mécanisme y a-t-il quand cette parenthèse douloureuse et abominable de l'histoire de la Côte d'Ivoire va se refermer, et je l'espère très bientôt, quel mécanisme nous avons au plan international pour que la Côte d'Ivoire ne puisse pas supporter cet endettement anarchique d'Alassane Ouattara? Je l'ai dit, c'est dangereux dans l'ombre, hein. Vous voyez, il y a utilisé les termes techniques en économie, et je pense que M. Alain Toussaint est préparé pour répondre. Voilà. On va prendre la cinquième personne. La cinquième personne. La cinquième personne en fait. Oui, M. Alain Toussaint, professeur Chino Libali, voilà. J'habite à Londres depuis 6 mois. Alors, ma question est toute simple. J'arrive pas à comprendre pourquoi Gbagbo, avant de donner la nationalité à Ouattara, pour qu'il puisse se présenter, pourquoi il n'a pas avisé les Ivoiriens, pourquoi il ne nous a pas demandé notre avis d'abord, avant d'accepter de donner la nationalité à un étranger pour qu'il soit présent et on se retrouve dans un chaos total aujourd'hui. Ça, c'est ma seule question. Merci, notre ami. Je crois que, M. Alain, vous avez recensé toutes les questions qui ont été posées, et donc vous êtes libre de les répondre. Merci. Merci, monsieur le modérateur. La première question de notre ami Jacob, qui demande des nouvelles des leaders de la galaxie patriotique. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. J'étais au Ghana et en Afrique de l'Ouest, dans 2, 3, 4 autres pays ces derniers temps. J'ai parlé avec beaucoup de nos leaders. Je peux vous dire qu'ils vont bien. Ils sont mobilisés, toujours déterminés. Mais vous savez que la plupart de nos amis sont l'objet d'une injustice internationale. Ils sont, pour les uns, sous sanction de l'ONU, et pour les autres, l'objet de mandat d'arrêt du préfet Ouattara. Donc, c'est un peu compliqué. Mais la détermination est là. Les uns et les autres sont en train de travailler, de réfléchir à la nouvelle Côte d'Ivoire. Madame Oji, vous m'entendez un petit peu aussi. Alors, apparemment, les manifestations de l'ordre ont été déroulées, comme on dit. La RPI a censuré ce qui a été fait. Bon, je suis un peu surpris parce que je suis avec Annie Guélé et l'ancien DG de la RPI. Donc, l'initiateur des émissions spéciales sur la crise post-électorale. C'était le 4 ou 5 décembre, au cours d'un petit déjeuner avec la première dame, que nous avons mis en place le dispositif la crise à la RTI. Nous avons regroupé le secours récent le matin, nous avons fait le petit déjeuner vers 7h30.
et nous avons mis en place ce dispositif. Et le but, c'était de rendre visible toutes les actions qui étaient faites à l'intérieur du pays et à l'extérieur, notamment les manifestations dans les diaspora. Je ne vois donc aucun intérêt à censurer la mobilisation des citoyens de l'autre. Et je suis surpris de ce que vous me dites, parce que l'idée est que la question ivoirienne est à la fois défendue par les Ivoiriens à l'intérieur de nos frontières et à l'extérieur des mêmes frontières. Donc, si M. Dante Apollos n'a pas pu s'exprimer à la télévision, je ne peux que regretter cela et dire que c'est sans doute le résultat des malentendus. Mais je ne pense pas qu'il y ait eu des individus qui aient agi pour empêcher que l'un de vos représentants s'exprime à la télévision. Et Annie Kelly, comme vous me demandez qui elle est, c'est une grande patriote. C'est elle qui est la productrice du film Laurent Gbagbo, un homme, une vision. Donc on a apporté le DVD, mais malheureusement. Voilà, donc elle est très engagée politiquement et elle ne peut pas poser d'actes qui soient de nature à nuire au combat que nous menons. Je pense qu'il s'agit simplement de malentendus et en plus, ils ont l'excuse que nous étions dans une période extrêmement difficile où il était quand même peu aisé de mettre à l'antenne à la télévision des invités et les ordres venaient de plus haut. Donc ce ne sont pas les techniciens qui décidaient, il y avait une cellule de crise, une cellule de communication qui était donc l'opérateur principal de ce que vous avez vu à la télévision. Monsieur Dago dit qu'il rejoint le doyen, que ce qui est arrivé est de notre faute. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus, mais bien entendu, quand on est en situation d'échec, la faute incombe d'abord à soi-même. Ce ne sont pas les autres qui nous mettent en situation d'échec. C'est parce que quelque part nous avons failli que nous sommes en situation d'échec. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le moment viendra où nous engagerons ce débat sur les raisons de l'échec. Et il appartiendra à la majorité présidentielle et principalement au FPI, qui est le parti du président Gbagbo, d'expliquer ce qui s'est passé et de s'expliquer sur ce qui s'est passé. Donc, je crois qu'une fois que la normalité ou un semblant de normalité reviendra dans le pays, les responsables du FPI peut-être organiseront des assises ou alors le CNRD, puisque désormais c'est le CNRD qui remplace la majorité présidentielle, enfin LMP. Donc, au sein du CNRD, du Congrès national pour la résistance et la démocratie, sans doute que des assises seront organisées pour expliquer aux Ivoiriens ce qui s'est passé, parce qu'il y a une exigence de vérité. Pourquoi le système s'est-il effondré d'un seul coup? Pourquoi, sur le plan militaire, il y a eu autant de défections? Pourquoi, sur le plan de la mobilisation populaire, les choses ont été conduites jusqu'à un certain niveau avant de ne plus être engagées? Pourquoi? Donc, vous avez le droit d'avoir ces interrogations qui sont tout à fait légitimes. Mais j'ai tout à l'heure parlé des maniants. Il faut que nous nous débarrassions de M. Ouattara déjà. Dans tous les cas, il faut déjà qu'on libère le président. Et puis ensuite, on pourra régler ce débat. Et il faudra que ce débat soit mené sur la place publique. Voilà, il y a des linges qu'on ne lave pas, des linges sales qu'on ne peut pas seulement laver qu'en famille. Voilà, il faut que les Ivoiriens aient droit à la parole et qu'ils puissent exprimer ses reproches. Maintenant, je vous rejoins. L'argent a changé notre pays. La guerre est venue parce que des soldats ont été corrompus, des douaniers ont été corrompus. Ils ont laissé entrer des cargaisons d'armes dans le pays, dans les ports, par la voie terrestre, etc. Et des rebelles ont pris position. Et les allégeances ou bien les défections des généraux de l'armée, d'officiers supérieurs, témoignent bien de cette déliquescence, de ce délitement de notre société
où l'argent est un mauvais roi qui détruit tout. Et ceux qui ont trahi parce qu'on leur avait promis plus d'argent. Et effectivement, il faut que nous remettions le sort de ces personnes-là, ainsi que celui de la Côte d'Ivoire, entre les mains de Dieu. Et c'est en cela que j'apprécie la nuit de prière qui a été organisée hier par l'Alliance des femmes patriotes pour confier la Côte d'Ivoire à Dieu. Et hier, un des pasteurs disait, à propos du président Gbagbo, une dame, je crois qu'il disait, je ne sais plus, voilà, mais qui disait, Seigneur, souviens-toi du président Gbagbo, le pasteur Niali. Voilà. Donc, moi j'ai la conviction qu'effectivement, il y a une dimension spirituelle dans cette crise ivoirienne. Elle est très importante. Et tout ce qui se passe, tout ce qui se déroule, doit être compris au travers de ce prisme-là. Dieu a son mot à dire, il le dira quand bon lui semblera. Voilà. Maintenant, je compatis à votre douleur et à votre inquiétude de rester sans nouvelles de votre fils. J'ai un neveu qui a une vingtaine d'années, qui est également porté disparu. Il a été enrôlé début mars, je crois au début avril. Aux dernières nouvelles, il serait dans une prison du côté de Boaké. Donc, je pense que nous devons engager un dossier, parce que là, il s'agit des dossiers de disparus. Et M. Ouattara doit répondre. Nous avons également des nouvelles plus inquiétantes qui nous disent que des centaines de jeunes ont été arrêtés, parqués dans des stations-service d'Abidjan, Rivera, Cocody et autres, et ensuite conduits vers une destination inconnue. Donc nous devons interpeller l'ONUCI, nous devons interpeller les organisations de défense des droits de l'homme et demander des comptes à M. Ouattara. Donc tout à l'heure, je prendrai vos coordonnées pour que, avec des avocats, nous engagions cette procédure pour demander à M. Ouattara ce que deviennent ces jeunes qui affrontaient ces troupes. C'est une question très importante. Voilà. Donc tout à l'heure, vous me laisserez vos coordonnées et puis nous allons gérer ce dossier également avec la division des droits de l'homme de l'ONUCI à Abidjan. Merci. L'économiste en herbe qui est le responsable, bien c'est un arbre, il a poussé. Le responsable de la GFPI, M. Patrick de 16. Effectivement, ce qui légitime une guerre, c'est la crise économique. L'Europe aujourd'hui est dans une période de récession très avancée et elle trouve prétexte pour mener des guerres. Ce sont des guerres de prédation. On va en Libye parce que la Libye, ce sont quand même 44 milliards de réserves de pétrole dont la France est adjudée environ 35%. Le reste, la Grande-Bretagne, les États-Unis et les autres. On va en Côte d'Ivoire pour faire la guerre parce que justement, il y a des ressources, il y a du pétrole, il y a des matières premières, café, cacao, il y a de l'or, du diamant et autres, dont on a besoin pour relancer des économies qui sont en panne. On fait la guerre en Libye, on fait la guerre en Côte d'Ivoire parce qu'il faut aussi relancer le marché de l'équipement militaire. Quand un pays comme la France va en Côte d'Ivoire et détruit l'arsenal militaire de notre pays, mais l'objectif naturellement, c'est de créer un marché, puisque nos soldats ne vont pas se balader avec des couteaux. Enfin, les deux autres, ils en avaient déjà, ceux de Ouattara, mais les vrais soldats de Côte d'Ivoire doivent être équipés. Donc, ce sont des guerres sur fond d'intérêt économique. Et je comprends votre analyse et je partage le développement que vous avez fait. Maintenant, je suis entièrement d'accord sur
ce que vous dites de M. Ouattara. Mais comprenez simplement que cet endettement excessif répond au souci de M. Ouattara à rembourser ses dettes de guerre. Ce sont juste des jeux d'écriture. Fin avril, M. Ouattara a reçu de la France 400 millions d'euros pour faire les salaires. Mais c'est une absurdité. Pendant 10 ans, le président Gbagbo, sur la base d'un budget sécurisé, n'a jamais eu recours à un quelconque appui budgétaire extérieur. Non seulement nous avons honoré les engagements de l'État de Côte d'Ivoire vis-à-vis de la Banque mondiale, du FMI, du Club de Paris, du Club de Londres, donc qui sont des créanciers multilatéraux. Gbagbo a payé sa dette chaque mois. Même au mois de janvier, quand il s'est posé la question de savoir qui avait la signature, excusez-moi, mais ces bandits du Club de Londres se sont fendus d'un communiqué pour demander qui va signer le chèque. Vous disiez quelques jours plus tôt que c'est Ouattara qui avait la signature, mais qu'il signe pour vous payer la dette. Ils ont dit non, la Côte d'Ivoire a un retard et on espère que ça va se régulariser parce que depuis 10 ans que Gbagbo est au pouvoir, nous n'avons jamais eu d'incident de paiement. Donc, ce gouvernement a fait montre d'une bonne gestion économique et d'une bonne gestion des ressources publiques. Gbagbo, le président Gbagbo a honoré ses engagements. Les premiers ministres successifs, notamment celui qui était du FPI, Afin Guessan, a travaillé à renouer les relations avec les institutions financières internationales dès octobre. Au bout de 6-9 mois, après 2 ou 3 revues du FMI à Abidjan, la Côte d'Ivoire a renoué officiellement à la fin du premier semestre 2001 avec les institutions financières. Alors que les relations avaient été interrompues pour mauvaise gouvernance sous-médiée et suspendues sous la junte militaire du général Gueye. Donc nous n'avons pas de leçons à recevoir de qui que ce soit, encore moins d'un petit commis du FMI, fut-il Alassane Ouattara. Maintenant, vous dites quel mécanisme au plan international pour ne pas assumer cet endettement anarchique. Malheureusement, nous paierons la note, chers frères. Parce que M. Ouattara, tout illégal qu'il soit, tout illégitime qu'il soit, appose au bas de ces documents d'endettement excessif la signature, le sceau de la Côte d'Ivoire. Donc, quand il contracte $1 de dette, c'est vous et moi et ceux qui sont dans la salle qui allons payer cette dette-là. Elle n'est pas négociable. Parce qu'il y a une continuité de l'État. On sait que Ouattara n'en a rien à faire de l'état de droit, de la continuité de l'administration, mais nous sommes respectueux. Et la parole de la Côte d'Ivoire, donnée sous la gouvernance d'un chef bandit, d'un chef rebelle, reste la parole de la Côte d'Ivoire. Donc, nous devons dénoncer cette mauvaise politique économique qui a fait de la mendicité sa ligne de force, la ligne de force de sa politique. M. Ouattara fait le tour. Mais je le dis, n'oubliez pas que déjà c'est pour régler ses dettes de guerre. Parce que depuis 10 ans, la France a beaucoup dépensé pour lui. Donc par des tours de passe-passe. Vous êtes en économie, officiellement, 400 millions, c'est pour payer les fonctionnaires. Bon, en réalité, on rembourse à l'ex-colonie, à l'ex-colonisateur qui est venu faire la guerre, tout ce qui a été engagé. La France assurait quand même le lobbying diplomatique de Ouattara, son lobbying politique, son armement, etc., etc. Cela a un coût. Et ça n'a pas duré 10 jours ou 10 semaines, ça a duré 10 ans, la guerre de Ouattara contre Gbagbo. Donc, cela a un coût. Au mois de décembre, lorsque la BCEAO faisait un communiqué pour ne plus reconnaître la signature du gouvernement officiel, les réserves ivoiriennes à la BCEAO étaient d'environ 6 700 ou 800 milliards de francs CFA en décembre. Fin janvier, il restait à peine 600 milliards de francs CFA. Mais où est passé cet argent? Alors que logiquement, si le président Gbagbo n'a pas droit à la signature, aucun mouvement ne devrait s'opérer sur ce compte, ou alors s'il est opéré, c'est dans le cadre
des missions régaliennes de l'État, payer les fonctionnaires, payer les engagements internationaux. Et c'est le même mois de janvier où le club de parcours de Londres dit attention, il y a une échéance qui n'a pas été payée. Donc c'est une escroquerie. Nous avons affaire à des bandits, à col blanc. Mais nous allons les combattre. Donc, pour votre information, sachez que vous continuerez de payer les dettes contractées par le préfet Ouattara. Pourquoi le président Gbagbo a-t-il donné la nationalité à Ouattara? Bon, sans consulter les Ivoiriens. Vraiment, c'est une question extrêmement difficile, mais en même temps simple. Je me réfère aux accords de paix, notamment à l'accord de Marcoussis qui a été signé, dont un des articles dit notamment que les signataires de ces accords-là ou de cet accord auront la capacité d'être candidats à l'élection présidentielle. C'est sur la base de cet accord-là. Et vous savez bien que le président Gbagbo n'a pas accepté Marcoussis. Ensuite, il y a eu Accra, ensuite il y a eu Pretoria, ensuite il y a eu Ouagadougou, et les accords qui ont été signés ont été réajustés selon la réalité du moment. Donc, c'est une question de Koulibaly Zoumana, je ne sais pas où il est. Voilà. Donc, on ne peut pas soumettre une question aussi personnelle à référendum. On ne peut pas consulter le peuple. Je pense que nous devons être fiers du président Gbagbo. On l'a injustement surnommé le boulanger. Mais les vrais boulangers, c'était ceux qui étaient en face. Parce que quand on regarde les chronogrammes, quand on fait un comparatif de ce qui a été engagé de part et d'autre, par le camp Gbagbo, par le camp des rebelles, Ouattara, Bégué et compagnie, le président Gbagbo a tenu tous ses engagements. D'abord, les rebelles sont entrés au gouvernement contre la volonté, contre l'avis de la population. Plus tard, un rebelle est devenu chef du gouvernement, Soro Diop. Il a décidé, au moment de l'accord de Pretoria, il a accepté que Ouattara soit candidat, etc., etc. Il a organisé l'élection présidentielle. Mais en face, aucun engagement écrit n'a été traduit en acte, à commencer par le désarmement, par la réunification de l'État, par l'unicité des caisses, notamment au niveau des régies financières. Nous avons fait la part, nous avons accompli, pardon, la part que nous avions à accomplir. Le président Gbagbo a fait ce qu'il avait à faire, et je crois que la question de l'éligibilité de Ouattara revêt encore une dimension politique, et c'est une décision politique qui a été prise. Mais je reviens à ce qu'a dit notre ami tout à l'heure. Ce n'est pas ça le problème. Nous avons quelque part failli, et un jour, nous aurons des comptes à rendre. Mais que Ouattara soit candidat, excusez-moi, hein, je ne veux pas vous faire d'injure. Mais dans cette salle, vous êtes sûrs d'avoir tous voté pour le président Gbagbo? Non. Soit voilà, vous voyez. Je vous demande, est-ce que, excusez-moi, parce que les Ivoiriens, il faut qu'on se parle. Vous allez en supermarché, vous avez deux produits. Il y en a un dont la date d'opération est, disons, le 24. Et le même produit, sous un autre emballage, une date d'opération qui est, disons, le 30. Vous choisissez le produit qui est prélaté, qui est peut-être même une contrefaçon. C'est ce que vous avez fait. Je repose la question, est-ce que dans cette salle, il y en a qui n'ont pas voté Gbagbo? Oui. Il y en a. Voilà. Donc, non, ça c'est une question technique, mais je parle de la question pratique. Je suppose que vous avez tous été enrôlés. Je m'adresse à ceux qui ont été enrôlés, à la population électorale. Si ici vous êtes 100 ou 120, il y en a peut-être 60 qui ont pu voter. Est-ce que sur les 60, le candidat Gbagbo a recueilli 100% des voix? Non, frère, la question n'est pas qu'on a gagné. Non, parce que je pense qu'il faut quand même
qu'on se parle. Moi, j'ai eu mal au cœur de voir que ce bandit, Ouattara, a pu récolter jusqu'à 45% des voix. Un homme qui a mené la guerre dans notre pays. C'est lui qui fait campagne. Et c'est en lui que les Ivoiriens se reconnaissent. C'est absurde. Face à Bako, 30 années d'opposition, 10 ans de gouvernance, il a modernisé l'État, il a décentralisé le pouvoir, il a créé des conseils généraux. Et c'est à lui que vous dites qu'il est le changeur de ce monsieur qui est abonné au coup d'État. Donc ce qui arrive, chers frères, c'est la responsabilité des Ivoiriens. Parce que vous cherchez la responsabilité de Bako, mais c'est une responsabilité collective. Nous avons failli parce que l'argent corrompt, l'argent tue, l'argent détruit. C'est cela le problème de la Côte d'Ivoire. Donc, n'accusez pas Bako. Nous n'avions qu'à choisir le bon candidat. Bako a gagné les élections, mais sa victoire aurait pu être massive si les voix de quelques égarés, des rêveurs ne s'étaient pas portés sur Ouattara. C'est cela la réalité. Ok? Donc, il faut que nous changions sincèrement. Vous pensez que demain, bon, il est déjà mort, mais dis donc, Ben Laden, s'il était candidat à la mairie de New York, combien pensez-vous qu'il aurait de voix sur son nom? Merci mon frère. Parce que c'est un terroriste, c'est un destructeur. Cela ne se discute pas. Il n'y a même pas de campagne. On vote tous contre lui. Les Ivoiriens ont osé voter pour Ouattara. C'est ça le mal originel. Merci. Voilà, merci. Voilà. Merci bien, monsieur Alain Toussaint. Vous voulez un peu de silence, s'il vous plaît, dans la salle. Il y a une troisième série de questionnaires qu'on va prendre tout à l'heure. Je vais demander sa permission. Monsieur Alain Toussaint, si vous avez encore la réserve, on va continuer avec la